Tu penses que c'est impossible qu'un mec puisse t'aimer pour ce que tu es? Parce que pour toi, dans ta croyance, dans ton système de croyance, il n'y a rien à aimer. C'est terrible. Bienvenue dans Être soi à deux, le podcast qui vous libère de vos peurs dans la relation à deux. Je m'appelle Ludivine Jarry, ma passion et ma joie est de vous accompagner dans vos relations sentimentales, professionnelles, amicales ou familiales. Préparez-vous à des prises de conscience et à recevoir des outils pour vous libérer le cœur et l'esprit. Allez, c'est parti! Bonjour Joe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Joe, tu as 44 ans. Oui. En fait, tu te rends compte aujourd'hui que tu choisis des hommes qui ne te correspondent pas. Tu vois un psy, t'en parles avec lui énormément et j'imagine que ça t'aide beaucoup. Mais néanmoins, tu t'es inscrite dernièrement sur un site de rencontre et c'est toujours le même cinéma, ou en tout cas la même soupe qui est servie. Il y a des hommes qui sont attirés, qui viennent vers toi, qui sont même amoureux de toi, en tout cas qui sont très emballés, mais alors toi, à chaque fois, pas du tout. C'est ça? Tu les trouves pas assez bien, tu trouves toujours, en fait, j'ai l'impression, un truc qui va pas. Et puis, t'aurais tendance, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, à être attaché avec des mecs qui ne te correspondent pas. Alors après, il faudra définir ce que ça veut dire pas me correspondre. Des mecs qui sont un peu toxiques, c'est ça? Dépressifs? Qui, en tout cas, vont pas avoir envie de me valoriser moi ou de m'apporter Enfin, ils viennent prendre quelque chose pour eux, mais qui n'est pas dans la construction du couple et dans le... Il n'y a pas d'interaction réelle ou d'apport respectif. C'est pas très bien formulé, mais... Non, en fait, l'échange, il est unilatéral. Il n'y a pas de réciprocité dans la relation amoureuse. Ouais, en tout cas, dans ce que je ressens moi, j'ai plus l'impression qu'ils consomment la relation qu'ils n'y contribuent. Voilà. Et toi, du coup, dans toutes tes relations amoureuses qui ont duré, tu t'es vidée, on peut dire ça? Tu te sentais complètement... Ouais, en étant dans l'attente et en me disant qu'il y a un moment où ça se déclencherait autrement. Et en fait, non, parce qu'on ne change pas les gens. Mon Dieu. Et on le sait. Et on le sait, et on le sait. Et on y retourne. Et on le sait, et on continue quand même d'essayer. Ça, c'est le propre de l'humain. Est-ce que tu peux définir ton désir? Qu'est-ce que tu aimerais voir venir dans ta vie en ce moment, comme relation? C'est une prise d'air sur nos vies respectives sans, en tout cas dans un premier temps, sans se rajouter des problèmes des autres sur les épaules, quoi. Donc c'est ça, ton idéal de relation, c'est ça. Et aujourd'hui, tu t'es inscrit sur un site de rencontre. Est-ce que tu attires ce type de profil-là? Pas du tout. Qu'est-ce que tu attires? Dis-nous. J'attire plutôt, enfin déjà il n'y en a pas tant que ça, mais des profils qui sont assez seuls, je pense, enfin en tout cas dans ce que je perçois, qui n'ont pas de vie sociale ultra développée, ce qui est foncièrement à l'opposé de ce que je suis moi, parce que j'ai pas mal de copains et c'est une part importante de ma vie. Qui ont souvent des petits problèmes familiaux et qui ont une forte tendance à très vite se confier et me raconter tous ces sujets-là. Et donc, comme je suis de nature plutôt empathique et sympathique, je prends, tout en sachant que je ne dois pas prendre. Mais j'y vais quand même. Et ça, c'est le schéma qui se répète? À peu près. Assez fréquent. Ouais. Qui est assez fréquent. Et en tout cas, c'est des... Alors ça, je vais faire une généralité gratuite, mais en tout cas, telle que je l'aperçois là, assez naturellement, les hommes, de toute façon, se livrent plus qu'ils ne s'intéressent à la vie des femmes. Oui, c'est vrai que c'est important de le reconnaître. Ils ne posent pas spécialement de questions, ou il y en a qui en posent, hein, mais en revanche, ils ont une très grande capacité à livrer tous leurs petits problèmes à livrer, et puis peut-être à être, j'allais dire infantilisé. Est-ce que c'est ça, ce type de relation que tu as? Parce que quand j'entends qu'ils prennent beaucoup, tu vois, ils se servent énergétiquement chez toi, comme un petit enfant, tu vois, qui ne peut pas faire autrement. Il y a un côté...
En tout cas, la dernière personne avec qui j'ai été, je me suis souvent dit, en fait, j'ai un 3e enfant. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que t'attires et c'est exactement tout l'opposé que ce que tu aimerais vivre. Tu aimerais avoir une relation d'égal à égal avec un mec qui a, qui ait ses bagages, ça, c'est pas un problème, mais qui les garde, chez lui. Et quand vous êtes ensemble, eh bien, il y a une relation neutre, bienveillante, ou de reconnaissance. Bon, voilà, parce que effectivement, c'est un peu la relation que tout le monde recherche. Il y a un truc que j'observe au cabinet qui m'a toujours fascinée, et que j'observe évidemment chez moi, cette capacité de vouloir quelque chose dans nos vies, que ce soit de l'ordre du sentiment, de la relation amoureuse, de l'abondance, que ce soit financier, etc. On veut vraiment quelque chose et souvent, au niveau de nos actes, qu'ils soient conscients ou inconscients, on fait tout l'opposé. Et c'est ça qui est incroyable. Et comment tu t'en rends compte de ça ? Par rapport aux résultats qui viennent. Toi, tu veux ça, et je pense que c'est sincère. Tu as une partie de toi qui veut vraiment cette rencontre. Et en même temps, il y a sûrement une partie de toi qui ne la veut pas. Il n'y a que en expliquant comme ça que tu peux comprendre pourquoi, aujourd'hui, tu as cette typologie d'énergie masculine qui vient vers toi en permanence. C'est comme si inconsciemment, il y avait ces flags, ces red flags, ou je ne sais pas comment ça, ces panneaux, ces enseignes au-dessus de toi. Ce sont en fait des vibrations qui viennent attirer, qui viennent inconsciemment matcher avec des vibrations similaires. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer ces signaux qu'on envoie, ces fréquences, ces vibrations, cette énergie subtile, il n'y a rien qui va changer. Si je veux changer, il faut qu'il y ait une partie de moi qui soit prête et qui veuille changer. Alors, je te pose la question, quelle est la partie de toi qui ne veut pas changer, qui veut continuer à attirer ce même type de personne ? Alors, je pense, il y a peut-être, là je te réponds spontanément, parce que je n'ai pas de... Vas-y. Je pense que quand tu as avancé pendant 44 ans, comme tu dis, en étant tourné vers les autres et en étant dans l'empathie et dans le... C'est pas si simple du jour au lendemain, enfin c'est pas du jour au lendemain parce que ça fait un moment que je m'y attelle, mais de retourner la caméra vers toi et de te dire, en fait maintenant c'est moi que je vais mettre au centre de l'histoire. Okay. Et c'est... Parce que du coup je me trouve hyper dure avec les autres en fait dans ces cas-là. Est-ce que tu as en la peur fermant le truc, j'ai l'impression d'être pas sympa, d'être un peu égoïste, et c'est tous les points où je me retrouve pas moi en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça, que ça fait partie des freins. Non, à ce stade, j'identifie pas tellement d'autres. C'est déjà pas mal. Donc il y a cette croyance. On pourrait la transformer en peur, ce qui est une croyance aussi, cette peur de blesser les autres. Est-ce qu'on peut la résumer comme ça ? Non, blesser. Alors peut-être ceux qui étaient déjà dans mon giron. Après, les autres qui m'auront pas connu comme ça, ils se diront pas que je suis pas sympa. Ou ils se diront que je suis naturellement comme ça. Mais les gens qui sont effectivement dans ton premier cercle, les gens qui comptent, pas les gens que tu croises dans la rue. Pas forcément. Je le vois, parce que ce que je te raconte là, c'est quand même quelque chose que j'ai amorcé et pas à marche forcée en fait. C'est un peu naturellement dans cette année où tout s'est un peu bouleversé, forcément ça se ressent et du coup il y a des limites que j'ai commencé à poser et je pense que ça surprend et ça déstabilise. Donc après, celle que j'ai réussi à poser de limite, j'y crois et donc c'est pas un sujet pour moi et tant pis entre guillemets si ça froisse. Ça froisse, c'est pas mon sujet et ça pour le coup j'ai bien intégré que c'était pas à moi de le gérer. Bravo. Mais voilà, y a des points où j'y arrive, il y a des points où j'y arrive pas encore. Mais... Et tu arrives à faire ça avec tes enfants ? Alors je crois que j'ai toujours fait ça avec mes enfants, les pauvres. et c'est très bien. Donc, c'est dans quel domaine que tu fais ça maintenant ? Famille. Famille, super. Bravo. Pas facile. Je pense que c'est marrant, c'est celui qui s'est dessiné le plus facilement pourtant. Mais amis, ça peut être peut-être plus... Je réfléchis, pardon. Est-ce qu'il y a eu des cas ?
Je vais plus me préserver. Enfin, peut-être qu'il y a des trucs où je vais plus me forcer, mais du coup, ça passe. C'est peut-être moins visible, en fait, dans ce cercle-là. D'accord. Pro, t'arrives à dire non? Pro, j'ai dit non en arrêtant de travailler dans la boîte où j'étais depuis... Bravo. Ça a été le premier lieu, d'ailleurs, où j'ai dit non. C'est le boulot, en fait. Ce qui était vraiment nouveau. Enfin, j'ai dit non. Je suis partie. T'as dit stop. J'ai dit stop à moi-même, mais j'ai pas affronté le... En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs mois de travail où j'ai essayé de dire les choses, d'amorcer mon point de vue et ma posture. Et le fait qu'en face, ça ne prenne pas, parce qu'en fait, quand les gens sont habitués à consommer sans limite, en fait, eh ben, ils continuent, il n'y a pas de raison. Et donc, la seule issue que j'ai trouvée, c'était d'arrêter net, de me mettre à l'abri, en fait. C'est d'ailleurs ce que m'a dit le médecin que j'ai vu à ce moment-là. Il m'a dit ça s'appelle un instinct de survie. Donc, on ne culpabilise pas d'avoir un instinct de survie, en fait. C'était essentiel que tu quittes ce travail. Il te bouffait à petit feu. Ah, c'est beau ce que tu dis. Bravo. Non, puis je le raconte parce que... c'est pas dans ma nature de me faire arrêter ou autre. Et quand j'ai été voir ce médecin, honnêtement, j'avais l'impression d'avoir 3 ans et je me disais, il va me dire que c'est un caprice d'enfant gâté, qu'il faut que j'y retourne Et franchement, je ne faisais pas la fière. Il m'a posé des questions pendant 3/4 d'heure et au bout de 3/4 d'heure, il m'a dit, je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que vous n'avez pas besoin d'être médicamenté parce que je lui avais raconté qu'un autre médecin voulait me donner des médicaments que je ne voulais pas prendre. Et la deuxième, c'est que je serai le garant que vous ne retournerez jamais dans ce travail. Voilà. Et en fait, je suis sortie de là en me sentant légitime et plus la petite fille qui avait fait son petit caprice. Donc, ça a été le premier pas vers me faire confiance et m'écouter, en fait. Et de croire que c'était nécessaire et que j'avais eu le bon réflexe et que ce n'était pas un caprice. C'était pas un caprice. Est-ce que les caprices existent vraiment? Enfin, ça, c'est une autre question. Chez les enfants, j'entends. Mais c'est important parce que tu te construis avec ça, en fait. Hein. Avec quoi? Cette idée de caprice. Avec l'idée de caprice? Oui, c'est pas un sujet à prendre à la légère, ouais. Ok, donc en fait, ce qui est génial dans ton évolution, donc on voit que tu es en train de monter, moi, ce que j'appelle en vibration. Tu es en train de reprendre ta puissance personnelle dans différents domaines. Et ça passe par d'abord mettre en place ses frontières, ses limites, savoir dire non. Et ce que j'aime bien dire aux gens, c'est quand vous dites non à l'extérieur, en fait, vous vous dites oui à vous. Moi, c'est ce qui m'aide à formuler ce non. Mais la première étape pour formuler ce non, il faut déjà le sentir. Donc, c'est essentiel. Pour se sentir légitime, il faut aller déjà chercher la sensation que j'appelle discernement, ou et la question c'est, est-ce que cet événement, ce partenaire me font du bien ou pas? Est-ce que je me sens en joie avec cette personne ou pas? Et c'est essentiel parce que je me rends compte que l'énergie féminine a du mal à d'abord se connecter à son ressenti, à ses émotions. Et c'est peut-être le premier prérequis essentiel pour la transformation, pour se réapproprier sa pleine puissance, pour s'affirmer, pour prendre confiance, pour s'aimer. C'est se reconnecter à ces sensations qui vont te permettre ensuite de mettre en place les frontières, le cadre de respect, parce que tu te respectes en faisant ça. Et en fait, c'est génial parce que tu es en train de déployer ça dans tous les domaines de ta vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec tes enfants, ça a toujours été facile de dire non, parce que tu t'es toujours senti légitime avec tes enfants, tu vois. Et c'est beau, tu te dis, c'est beau d'au moins avoir cette compétence, on peut appeler ça une compétence dans cette vie. Et l'idée, c'est de faire comme un copier-coller dans tous les autres domaines de ta vie. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le domaine relationnel, sentimental plus particulièrement, avec les hommes, parce qu'il est encore difficile. Et aujourd'hui, tu as du mal à dire non, n'est-ce pas? Tu me l'as dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tu as rencontré un gars, un homme, sur les applis de rencontres. Il est très emballé et toi, tu le sens pas et pourtant, tu ne lui dis rien. Alors, les hommes qui nous entendent, quand les femmes ne répondent plus, c'est qu'elles ont ce complexe d'illégitimité. Elles osent
pas vous dire non parce que je crois qu'on a peur de les blesser. Enfin, je pense. Ah bah là, c'est le cas parce honnêtement, j'ai rien à lui reprocher. Il est hyper gentil. Il a quelques côtés admirables, mais moi, j'ai tous mes warnings qui me disent... Tu le sens pas. Ouais, tu t'es connecté et ça a été non. Et pour autant, j'arrive pas à lui dire. Et il y a une sorte de culpabilité de... en fait, quitter pour décider en 5 jours qu'en fait, il n'y a rien à faire. Alors que lui, il est plutôt hyper optimiste, hyper volontaire dans cette histoire. Mais... Voilà. Ben oui, en fait, du coup, tu te mets trop, encore une fois, l'automatisme qui vient chez toi, c'est celui que tu as toujours connu depuis que tu es toute petite, c'est déjà faire en fonction des autres. Donc là, tu as des espèces de conflits parce que tu te reconnectes à toi, tu te dis que ça sonne non, mais ensuite, juste après, tu dis mais oui, mais lui, ça sonne oui. Donc si ça sonne oui quand même, c'est pas très gentil. Exactement. Je vais le blesser, je vais être une mauvaise fille. Et c'est terrible, tu vois. C'est ces phrases qui sont, pour moi, destructrices pour les enfants. Quand tu dis « t'as fait de la peine à papa, maman ». Mais là, papa est triste quand tu fais ça. C'est ce type de phrase qui vient, pour moi, engendrer ce type de comportement aujourd'hui. Est-ce que c'est que ce type de phrase ? Bien sûr que non. En tout cas, c'est un déclencheur. Ça va dans la continuité de responsabiliser, d'hyper-responsabiliser l'enfant sur des émotions qui ne l'appartiennent pas. Tu n'es pas responsable des émotions des grands. Un autre truc qui est hyper important, quand on est fatigué, tu vois, parce que c'est ton cas, là, je sais que... Tu l'as bien vu. Tu sais, t'es maman de 2 enfants, il y a beaucoup de charges émotionnelles. Il faut savoir que porter sa propre charge émotionnelle, ça pèse rien. Mais porter celle des autres, ça pèse lourd. C'est hyper fatigant. Pourquoi ? Parce que l'humain n'est pas câblé pour porter les charges émotionnelles des autres. Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus empathique. Tu es doté, Joe, d'une hypersensibilité, d'une empathie, d'accord ? C'est propre de l'énergie féminine. Et c'est pour moi une qualité que de pouvoir reconnaître cette magie, cette capacité de pouvoir lire les émotions des autres. Mais ça ne fait pas de toi, la personne responsable, la personne qui vient les créer. Ce que je dis à tout le monde, ce que j'appelle la responsabilité émotionnelle, c'est de savoir que nous sommes responsables à 100% de nos émotions, de nos actions et de nos pensées. Tu mets ça dans le sens que tu veux, ça marche dans tous les sens. Et l'autre personne, que ce soit tes enfants, ton partenaire, ton boss, il est pareil responsable de ses choix de pensée, ses choix d'émotion et ses choix d'action. Il y a pas mal de gens que quand on a cette hypersensibilité, le premier réflexe, c'est de couper, de se mettre à distance et de s'auto-rejeter de sa propre sensibilité. Autant, ce qu'on est en train de me dire, ça paraît contradictoire, mais c'était compliqué pour toi de la couper par rapport aux autres, parce que c'était un lien essentiel, la connexion. Donc tu ne pouvais pas la couper. Autant je pense que tu l'as coupée entre toi et toi. Ah oui, ça c'est sûr. Et le gros challenge ou la grosse bascule du moment, c'est d'accepter de la tourner vers moi. Et voilà. Et en plus, c'est dans ce travail-là. Donc c'est génial. C'est exactement les gens que j'accompagne à travers effectivement le programme de l'enfant intérieur. Ça, c'est mon programme phare, où j'aide les gens à se reconnecter à leurs sensations, à leurs émotions, et aussi à leurs peurs, à être confrontés à ça, parce qu'on sait très bien qu'en se confrontant à travers un travail introspectif, en revisitant ses peurs, c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en libérer. Donc c'est le travail que tu fais peut-être ? Oui, c'est en tout cas que j'essaye de faire. Mais c'est pas le plus facile de se concentrer sur soi. Qu'est-ce qui t'empêche de te concentrer sur toi ? C'est quoi la pensée qui te vient ? Enfin, en tout cas, j'ai conscience que je ne suis absolument pas sympa avec moi, même. D'accord. La rigidité. Tu vois, on parlait du départ de mon fils aîné et tout ça, et c'est ce que j'ai identifié à ce moment-là, au-delà du fait que c'était mon plus vieux coloc qui partait.
L'image est assez simple, en fait. Je me suis dit que le deuxième, ça allait bientôt venir. Et d'un coup, ce que tu fais au quotidien depuis les 16-17 ans s'en va. Et en fait, c'est ce qui est le plus simple, de s'occuper des autres. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ce qui est le plus simple. Et donc là, ce que tu commences à toucher du doigt, c'est que, OK, donc eux, ils s'en vont, ils n'ont plus besoin de moi. Et tant mieux, c'est canon, c'est que le job a été bien fait. Et donc, désormais, la seule personne dont je peux m'occuper, c'est moi. Et c'est ce que j'essaye de craquer pour l'instant, mais j'arrive pas. C'est très difficile pour moi. La vraie question, c'est comment on fait, non? Tu la poses. Comment on fait pour s'occuper de soi? Je n'ai toujours pas la réponse, mais... Comment ça, t'as pas la réponse? Non, oui, là, tu vois, au travers du boulot, je fais un peu. Ouais. C'est, tu vois, étonnamment, je n'aurais peut-être pas parié sur le fait que ce soit ce domaine-là où je le fasse en premier, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Non, d'un point de vue, dans un cercle personnel, si, en posant certaines limites, mais voilà, c'est la famille ou c'est avec des copains, c'est pas si compliqué. Après, le sujet sensible étant le sujet du jour, c'est plus là, compliqué vraiment, avec je suis les loin, hommes. quoi. T'en es loin. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la relation amoureuse? La grande peur, c'est de ressouffrir, parce que je pense que... honnêtement, le temps ayant passé, j'arrive pas à dire si j'étais foncièrement ultra amoureuse du père de mes enfants. J'en sais rien. En revanche, je me souviens très bien de la violence de cet arrêt, du mur que je me suis pris à l'époque. Et je pense que ça, je l'ai sous-estimé pendant très longtemps. Et en l'occurrence, en prenant cette issue tellement simple qui était de me focaliser sur les garçons. Ensuite, il y a eu des premières rencontres et des premières... où j'ai un peu répété toujours les mêmes schémas, en fait. C'était des mecs qui n'étaient pas forcément disponibles, mais du coup, ça m'allait parce que je savais très bien qu'il n'y aurait pas un engagement à long terme. Alors, quand je dis pas disponible, je ne te parle pas d'hommes mariés, mais soit qui venaient eux-mêmes de se faire larguer, soit... donc qui avaient besoin d'aide, ce que je savais parfaitement apporter. Superwoman, like ta cape, t'allais les sauver. Et qui partaient le jour où ça allait mieux. C'est moi qui me suis réinscrite systématiquement dans ces schémas-là. Honnêtement, je l'avais en vision, pas complètement consciente, parce que je ne suis pas complètement... mais si tu reprends toutes mes premières histoires, c'est systématiquement le même schéma. Et après, au fond de moi, je sais très bien ce que ça veut dire. Tu te fais quitter à chaque fois. Ça me remettait pas en risque, en fait, de m'attacher, de trop m'attacher. Je savais que c'était à durée limitée. Qu'est-ce qui se passe, Jo, si tu rencontres l'homme de tes rêves, le partenaire idéal, le partenaire qui t'écoute, qui te fait marrer, le partenaire qui a des relations sociales affirmées, développées? C'est quoi le risque pour toi, en fait, d'être dans cette relation? Parce qu'il y a un risque, c'est pour ça que tu n'y vas pas. Déjà, je ne rencontre pas tous les 4 matins, des comme non, ça. Mais là, voilà, je sais. Mais imagine, tu peux fermer les yeux si tu as besoin. Ça sonne comment d'imaginer un mec qui est parfait sur le papier, qui coche toutes les cases, qui t'aime pour ce que tu es. Ça fait quoi d'avoir un miroir comme ça en se réveillant le matin? Est-ce que tu arrives à te projeter? Non, parce que ça n'arrive pas. C'est compliqué. Alors, parfois on arrive... Imagine que... En fait, je serais transparente face à cet homme-là. Merci. Tu serais transparente? Tu n'existerais pas. Donc pourquoi? il ne me verrait pas. Pourquoi? Attends, mais pourquoi ça sort d'où ce truc? Donc imagine... Je ne sais pas d'où ça sort, mais... Ouais, non mais c'est intéressant, on y est là sur la croyance limitante. Imagine, moi je te vois au lit avec cet homme, je vois l'ambiance lumineuse, chaleureuse. Le gars t'aime pour ce que tu es. Le mec te voit. On est d'accord? Parce qu'il t'aime pour ce que tu es. Il vient pas pour vider ses bagages avec toi. Il les a laissés là-bas. Il s'en fout. Et pourtant, toi, ta réaction, c'est « je suis invisible, transparente ». Parce que j'y crois pas. Ouais. T'y crois pas. Tu penses mais que je sais pas te dire pourquoi. Tu penses que c'est pas possible qu'un mec puisse voir la beauté que tu es. C'est dur, hein?
tu penses que c'est impossible qu'un mec puisse t'aimer pour ce que tu es, parce que pour toi, dans ta croyance, dans ton système de croyance, il n'y a rien à aimer. C'est terrible. Et c'est pour ça que du coup, ça se mord la queue. Tant que tu n'arriveras pas à te voir tel que tu es, à voir cette lumière en toi. Et je sais que c'est compliqué, c'est le problème de notre humanité. C'est pas juste toi, j'en fais partie aussi de ce problème-là. C'est pour ça qu'en fait, ça me tient à cœur, ce travail que je fais. C'est pour me permettre et te permettre et nous permettre d'arrêter ce massacre, d'arrêter de tourner en rond comme des animaux en cage et de se rendre compte que nous avons cette lumière depuis qu'on est né. Je veux dire, c'est pas un truc à acquérir sur cette planète. On n'est pas venu pour ça. Bon, bref, je sais pas pourquoi on est venu, mais enfin, c'est quelque chose qui est déjà en fait acquis. Tu vois, cette lumière, c'est un truc qui est acquis dans notre humanité. On l'a évidemment complètement occulté et oublié. Et ton rôle aujourd'hui, c'est d'oser, et là, t'en as du courage. Franchement, t'es une femme courageuse. Alors oui, alors déjà, il faudra peut-être reclarifier ça, mais quand je te vois hausser les yeux comme ça, t'es une femme hyper courageuse. En fait, le courage, c'est quoi pour moi ? C'est cette capacité à trouver des solutions. Oui, puisque je te disais tout à l'heure, c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai mis des freins avec certaines personnes, c'est le manque de courage. J'ai pas beaucoup de tolérance là-dessus. Je reconnais. Ou plutôt, je suis très exigeante. En fait, je te donne un exemple, c'est une mini-digression, mais les gens qui vont me dire... et d'ailleurs, c'est des choses que j'ai pu avoir dans ma dernière relation de couple. Oui, mais moi, j'ai pas eu une famille comme toi. Oui, mais moi, j'ai pas eu les codes. Oui, mais moi, rien. En fait, ok. Ben, moi, j'avais pas les codes pour me faire lourder à 27 ans avec 2 enfants en bas âge. Sauf que, j'ai pris mon petit bâton et puis j'ai... Et je sens que c'était un moment hyper dur dans ta vie, quoi. Hyper dur que j'ai vécu inconsciemment à l'époque. Tu vois, je le regarde avec plus de 10 ans quasiment 20 ans de recul maintenant. Quand tu as 27 ans et que tu as 2 micros, en fait, tu avances et il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, tu fais le taf, ouais, c'est clair. Après, t'en as qui te disent « Oui, t'aurais pu te casser la gueule. » Ben non, en fait, quand on a... encore une fois, t'as des petits smiles le matin qui te réveillent. Bien sûr, Jo. Et puis, j'étais bien entourée. Et puis, voilà. Après, oui, j'ai cette énergie qui est d'aller de l'avant et ça fait partie de moi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet. Est-ce qu'on peut faire une pause là-dessus ? Ouais. Et se dire que tu peux reconnaître que tu as au moins ce courage-là. Et je sais que tu es en train de le minimiser. Là, tu es en train de me dire, quand tu es face au truc, tu es face au truc. Il y a plein de gens qui sont face à des trucs et qui s'effondrent, quoi. Enfin, tu vois, évidemment que tu vas pas laisser mourir tes enfants. Et encore, toutes les cas de figure sont possibles. Mais enfin, quand même. Néanmoins, ce que tu as traversé, c'est quand même un sacré morceau dans ta vie. Évidemment, ça t'a marqué. Et puis, ça t'a permis de peut-être de te tester. Parce que tu es allé au fond, là. Tu as remonté tes manches et t'y es allé. Donc, en fait, ça a dégagé une forme de confiance en soi. J'aimerais que tu puisses reconnaître aujourd'hui, que tu puisses sortir cette brique. Ah, mais ça, c'est sûr. Et je le dis, alors je sais que ça peut choquer certaines personnes. Choque-moi. Ce divorce a été une chance. Parce que je n'ai pas existé en tant que moi, individu, avant, en fait. J'ai pris conscience que je pouvais décider, avancer, faire les choses par moi-même à ce moment-là. Enfin, à ce moment-là, c'est pas fait du jour au lendemain, mais... Donc, non, dans ce sens-là, ça a été une vraie chance. Ça, c'est un non-sujet. Il y a pas ça, ça serait à refaire. C'est important pour les gens qui nous écoutent. Violence. Ouais, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Je sais que ce qu'on est en train de te dire, ça va choquer des gens. Ça peut être une alternative aussi pour les gens qui entendent ça. Là, on va revenir au vrai sujet qui nous intéresse. Et en fait, je te revois encore dans ce lit, dans ces draps blancs, avec cet homme lumineux qui rayonne autour de toi. Et j'aimerais que... c'est forcément une image peut-être inconfortable pour toi, mais j'aimerais que... Ça donne des frissons. Ça donne des frissons, très bien. Donc tu l'intègres tout de suite. Que tu puisses
prendre un autre angle de vue et sortir de ton corps. Parce que quand ce point de vue, il est à ta place, tu ne vois pas qui tu es. Tu ne peux pas voir qui tu es et puis tu as une vision complètement déformée de ton être, de qui tu es. Alors, on peut essayer d'utiliser un autre point de vue. Est-ce que tu peux utiliser, essayons le point de vue de cet homme. Allez, on rentre dans cet homme. D'accord. Et oui, tu es un homme, tu es cette énergie masculine. Mais attention, cet homme, il a l'énergie masculine et féminine en lui. Hein. Il sait très bien équilibrer. C'est pour ça que c'est un homme qui est émotionnellement stable, parce qu'il arrive à gérer ces deux polarités. Tu es dans cette polarité-là, tu sens ces deux énergies qui habitent. Et tu sens cet amour pour cette personne, cette âme en face de toi, cette femme, Jo. Tu reconnais toute sa bienveillance, tu reconnais toutes ses qualités d'écoute, tu reconnais tout ce qu'elle a traversé, toutes les étapes qui étaient difficiles pour elle. Tu reconnais tout ça et tu la trouves incroyable. Et au-delà de ça, tu ne sais pas pourquoi, tu ressens dans ton corps, au niveau du plexus solaire et même au niveau du cœur, une forme de profonde chaleur. Tu as l'impression que cette âme en face de toi, que cette personne qui est dénommée Jo, tu l'as presque toujours connue. Tu ne sais pas l'expliquer, tu ne sais pas pourquoi, ça te dépasse complètement. Tu lui reconnais plein de qualités, évidemment. Mais il y a une connexion encore plus forte que ça. Tu ne sais pas pourquoi, avec cette personne-là, tu te sens chez toi. Tu te sens comme rentré à la maison. Tu te sens bien. Et c'est pour ça que tu l'aimes énormément et que tu aimes sa lumière. Alors j'ouvre les yeux maintenant. T'ouvres les yeux. Est-ce que tu as pu reconnaître la lumière dans cette autre personne qui était toi ? Est-ce que tu as pu au moins honnête ou pas percevoir ? Ah bah ouais, tu me dis non. Ouais. C'est thérapeutique le nom aussi. Est-ce que c'est... Alors dis-moi comment c'était. C'était facile, pas facile ? Non, c'est pas facile. Enfin, c'est pas intuitif, quoi. C'est pas. J'ai du mal à me regarder, en fait. Bon, ce qui est important, c'est ce que tu vois exactement où ça bloque. Il y a une partie de toi qui refuse aujourd'hui de percevoir la moindre parcelle de lumière, et c'est complètement OK. Parce que maintenant, tu sais que le travail, il est là. Tu le sais que, et j'aime beaucoup cette image que j'utilise en permanence et que je vais réutiliser encore aujourd'hui, de l'animal sauvage. Le travail que tu es en train de faire, c'est de se réapproprier, d'apprivoiser ce petit animal sauvage qui n'a jamais été habitué à être aimé. Et tout ton travail, et en fait, tu as toutes les qualités pour le faire, parce que tu as la patience, tu as l'écoute, la bienveillance, le courage, la persévérance. Tu as toutes les qualités pour qu'à son rythme, parce que c'est lui, c'est l'animal sauvage qui va te donner le ton. Hein. C'est pas toi qui va dire « Allez, aujourd'hui, on se décontracte. On ouvre le cœur et on y va. » Bah, jamais de la vie. Par contre, tu vas avoir cette qualité de l'observer, de voir les changements entre la veille et aujourd'hui, de voir, tiens, là, il se rapproche un peu plus de moi. T'imagines la patience qu'il faut pour apprivoiser un animal qui n'a jamais vu l'humain ? Prends l'animal que tu veux. Hein. L'autre jour, j'ai pris l'étalon noir, parce qu'il est sensible et puissant. Si ça parle pour toi, prends cette image. Mais moi, je vois plutôt un petit animal pour toi. Tu verrais quoi comme animal à apprivoiser ? Un petit lionceau. Ah bon, waouh, puissant. Alors, on va garder cet animal-là. Le lionceau, c'est le king of the jungle. Donc, il a cette puissance, j'aime beaucoup. Parce que nous sommes tous puissants, nous sommes tous co-créateurs de cette réalité, donc ça me plaît. Et puis, il est petit pour l'instant. Oui, il est fragile. Et puis sauvage, hyper sauvage, c'est un animal sauvage, le lion, comme difficile à dompter. Donc tu as besoin de vraiment mettre en place une relation basée sur la confiance et l'amour, qui n'est pas basée sur les mots, qui est basée en fait sur un état d'être.
Donc, quand tu vas visiter ton lionceau, tu crois que tu vas lui faire, comme je suis en train de te dire, des belles paroles et gna gna gna. Bah non, il ne comprend rien. En fait, il faut travailler sur tes vibrations. Arriver à, c'est pas facile, hein, à rentrer dans ses baskets, à rentrer dans son cœur, à s'ancrer et à se poser. Et peut-être que tu vas rester là, et peut-être que lui, il va tourner autour, peu importe. Il va juste te sentir, t'observer. Peut-être que tu vois, à ton rythme, tu vas au fur et à mesure progresser comme ça dans une écoute, dans une forme de contemplation et de patience. Et c'est comme ça pour moi qui est important. Enfin, c'est ce travail-là que j'aime proposer aux gens. C'est dans le rien faire que tout se passe. C'est dans juste cet état d'être. Donc tu peux imaginer de visiter ce petit lionceau, de lui apporter à boire, de lui apporter à manger, de lui faire des propositions. C'est lui qui décide. Et tu verras que tu sais jamais le temps que ça va prendre. Tu peux, en fait, tu es souvent surprise quand tu n'es plus dans cette attente. Tu es surprise des événements qui arrivent. Et un beau matin, il va venir vers toi et puis il va se laisser toucher. Tu vois ? Et puis un autre jour, tu vas pouvoir le caresser. Et puis un autre matin, il va venir sur tes genoux. Et après, il va manger la nourriture que tu lui apportes. Et tu vas même pouvoir, à la fin, jouer avec lui. Et là, c'est fini, c'est validé. Une fois qu'il est dans cette confiance, dans cette liberté, et qu'il n'est plus dans cette méfiance, l'animal, il joue entièrement et pleinement. Tu pourras même lui gratter le ventre. Alors là, c'est un acte de confiance ultime, tu vois. Et c'est comme ça le travail de s'aimer. C'est vraiment mettre en place cette patience, cette observation sans jugement et sans critique à chaque seconde de tous tes mouvements, de tout ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu ressens. Tu dois en permanence être un observateur de toi, donc presque sortir de ton corps. C'est pour ça que j'aime tant la méditation, parce que c'est ça, la méditation, on s'observe. Mais l'idée, c'est de le faire dans ton quotidien, d'avoir cette capacité de s'extraire de soi, comme de se dissocier. On devient tous un peu schizophrènes. C'est vrai, mais c'est un peu ça. L'idée, c'est de se dissocier pour mieux s'observer. Et quand on reconnaît sa pleine lumière, naturellement, tu t'unifies, tu t'associes pour de bon. Est-ce que c'est clair pour toi ? Oui, c'est clair. Je te dirai le temps que ça prend. Mais... et du coup, ce que je propose, c'est évidemment un travail méditatif sur l'enfant intérieur. Franchement, je propose ça à tout le monde parce que je n'ai pas trouvé mieux aujourd'hui où dans ce programme qui dure 3 semaines, alors je te le vends sans te le vendre, hein, parce que tu peux faire ça sans programme, mais c'est toujours bien d'être l'idée là-dessus et d'être accompagné. Dans ce programme, en fait, tu as la rencontre avec son enfant intérieur. Donc, tu peux le transformer en lionceau, hein, si tu veux. Hein, ça marche très bien. Tu as une période où tu viens sécuriser cet enfant intérieur, qui est essentiel. Tu ne pourras pas jouer avec lui si tu ne le sécurises pas. Et il faut en mettre des couches et des couches et des couches et des couches. D'accord ? Donc, il y a toute la méditation qui est spéciale là-dessus. Après, il y a une méditation sur le pardon, qui est essentielle aussi pour s'auto-pardonner entre la relation qu'on a eue pendant toutes ces années entre soi et son enfant intérieur. La manière dont on l'a un peu négligé, dont on l'a traité. On s'en rend pas compte, mais quand tu fais le processus, à un moment donné, tu arrives tout naturellement au pardon. Tu reconnais que parfois, de manière aveuglée, tu as mal agi avec lui parce que tu savais pas. Donc ça sert à rien de s'en vouloir, tu n'étais pas au courant. Mais maintenant que tu commences à reprendre contact avec lui, tu vas pouvoir pardonner, tu prends conscience de qui tu es. Et en fait, la dernière étape, c'est le jeu. Tu viens jouer avec ton enfant intérieur, tu viens te marrer avec lui, tu vas faire un truc que tu aimes faire. Et ça, pour moi, c'est l'analogie de la libération. Et puis, un petit bonus où tu te fais guider par ton enfant intérieur qui est maintenant fort et puissant et qui va pouvoir t'aider dans ton quotidien à rencontrer, pourquoi pas, ce partenaire idéal. Tu as vu le processus ? En fait, ça ne sert à rien d'aller sur les sites de rencontres pour moi tant que tu n'es pas vibratoirement aligné, tant que tu n'as pas calmé ton système nerveux, tant que tu n'as pas du coup changer ton système de pensée. Dans toutes les méditations, en fait, tu viens calmer par des respirations ce système nerveux. C'est des respirations de cohérence cardiaque. Et
ce truc-là, j'en fais une proposition sur 3 semaines, mais l'idée, c'est que tu le fasses sur le temps que ça prendra. J'ai donné un cadre assez limité, je dois dire. 3 semaines, c'est un idéal. Évidemment que ça peut arriver en 3 semaines. Mais la réalité, c'est que ça fait quand même plus de 40 ans que tu t'es auto-convaincu de ton impuissance, de ta... Comment on pourrait dire? T'as un mot pour moi, un adjectif? Tu t'es convaincu de quoi pendant toutes ces années? De ma transparence. De ta transparence, merci, ça revient. Donc il est temps que tu puisses épaissir le trait. Ouais. Ouais, épaissir le trait, remplir cette enveloppe, tu vois. Ça peut être une belle image aussi, ça. À ton rythme. Et il n'y a que l'observation, sans jugement et sans critique. Enfin, il n'y a que, à mon point de vue, et la méditation qui vont permettre de transformer ça. Est-ce que tu as des questions? Non, écoute, c'est clair. Je vais digérer tout ça maintenant, mais... Comment tu te sens? Fatiguée, mais je suis arrivée fatiguée. Non, c'est éclairant. C'est marrant de poser un autre regard sur le sujet et sur... Oui, je pense que tu as levé certaines questions qui vont tourner dans mon petit cerveau, parce qu'il ne sait pas faire autrement de toute façon, mais c'est intéressant. Disons que tu sais pas pourquoi, mais il y a cette croyance que je suis transparente. D'accord? Je vais le noter. Je t'inviterai peut-être à venir à un autre épisode dans quelques semaines pour voir où tu en es. Et c'est peu importe d'où ça vient, cette croyance. Je serais devenue opaque. On a tout gagné. C'est cool, ça avance. Peu importe d'où elle vient, cette croyance d'être transparente. Tu peux faire des thérapies qui vont te montrer d'où ça vient. C'est pas ma priorité. L'idée, en fait, c'est de considérer que c'est sûrement légitime, qu'il y a eu un passé où cette transparence était essentielle dans ta survie. D'accord ? Faut pas se culpabiliser de ça. Tu ne sais pas, et peut-être que c'est bien de ne pas savoir d'où ça vient, parce que ça fait encore beaucoup de choses déjà à intégrer dans son quotidien. Donc c'est OK d'oublier un peu tous ces traumas. C'est ce qui se passe quand on s'incarne dans notre corps. On oublie d'où on vient, et tant mieux parfois. Mais on a quand même besoin d'aller titiller les trucs quand on est bloqué, de se souvenir quand même de certains points. Donc tu te souviens de ça, et c'est très bien. Ne te sens pas coupable de ça, parce que ça va te faire stagner encore dans ce truc. L'idée, c'est de savoir que maintenant, ton enfant intérieur, c'est pas toi, c'est ton enfant intérieur qui ressent ça. Et toi, tu es le parent bienveillant. Encore une fois, je te propose une autre manière, une autre perspective, une autre relation. Prends celle qui te convient. Toi, tu es le parent bienveillant quand tu vas faire ces méditations, si tu as envie de les faire. Et tu vas en fait rencontrer cet enfant qui a cette croyance profonde et ancrée que de toute façon, il n'est pas vu, il n'est pas visible. Peut-être qu'il ne vaut rien, parce que quand tu es transparent, tu n'existes pas. Cet enfant intérieur, il questionne son existence. Et c'est quand même pas rien. Et tu pourras le rassurer avec plein de manières de penser. Tu as besoin d'être créative, Jo, sur la manière tu vas pour aborder. Parce que quand tu es en face d'un petit animal sauvage, il faut être créatif. Je veux dire, il n'y a pas de méthode à appliquer. D'accord ? Tu sais qu'il faut être bienveillante et patiente. Mais une fois que tu es devant ça, il faut utiliser toute ta créativité pour essayer une musique, une chanson, un machin, une histoire qui va en fait rassurer cet enfant intérieur. Et ton enfant intérieur qui se sent en fait pas exister, ça te parle quand je dis qu'il se sent pas exister ? Il ne sait pas très bien vers où avancer. Très bien. Et ton rôle, c'est de lui montrer qu'il y a plein de chemins et que la solution, il l'a en lui. Tu crois pas en ça ? Si. Mais ça lui paraît loin à ce petit enfant. Ça lui paraît loin. Enfin, le chemin paraît loin. Le chemin paraît loin. Tu vois le discours que tu es en train déjà de mettre en place avec lui ? Tu vas pas pouvoir le forcer, le prendre par la main et d'aller directement à la lumière. Il va hurler, il va pas vouloir. Lui, il est habitué d'être dans son obscurité, un peu caché, là, tu vois. C'est rassurant pour lui. Alors, tu vas juste prendre la température. Dis-moi comment c'est rassurant. Dis-moi comment tu te sens là-bas. Mais ça, tu sais faire avec cette empathie, cette bienveillance, n'est-ce pas ? Ça t'arrivait à ton enfant. Tu saurais On va essayer. Comment l'aborder.
Donc, tu vois, c'est ça, ce truc que tu peux faire si tu as envie, c'est d'utiliser toute ta légitimité de mère. Purée, appuie-toi sur cette brique-là, elle est forte, elle est puissante, elle est valable. Tu l'as essorée, tu sais ce que c'est, tu es allé de 0 à 18 ans, et en plus seule, sans autre aide. Donc, appuie-toi sur cette qualité que tu as et ose lui parler, ose élaborer un discours. Même s'il ne te parle pas, tu sais exactement comment il se sent. Et tu sais que c'est compliqué. Et puis parfois, tu vas le laisser dans son ombre, parce qu'il préfère encore rester dans son ombre derrière, caché derrière un petit truc là. Et puis le lendemain, tu refais ta méditation et tu le revisites et tu vois comment il se sent aujourd'hui. S'il a envie de bouger ou pas. Tu vois ce truc de patience que tu as besoin de mettre en place? Oui, très bien. C'est ça, ce travail. Et une dernière chose, tu as besoin aussi de mettre en place une forme de discipline. C'est pour ça que dans la première méditation de la rencontre, il y a un engagement. Tu as besoin de t'engager avec cet enfant. C'est pas je le visite et puis après j'oublie, tu vois. C'est important de le considérer, de considérer sa souffrance et de pas le prendre à la légère parce que il compte sur toi. Il n'y a que toi qui vas le visiter, n'est-ce pas? Donc, c'est important d'avoir cette discipline. Et une fois que tu as décidé de te lancer dans ce type de programme, moi, je te dirais, vas-y à fond. Sois persévérante. Tu ne sais jamais comment tu vas te sortir à la fin, ce qui va se passer sur le chemin, mais tu sais que tu vas jamais le lâcher. N'est-ce pas? Impossible de lâcher. Et c'est important de mettre ça aussi en conversation avec lui, lui dire que à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seule. Ah, mais j'étais bien seule. Ouais, tu parles. Non, t'étais pas bien seule. Tu m'as appelée pendant 44 ans. Je t'ai pas écoutée. Maintenant, je suis là. J'ai compris. Je peux venir te voir. Alors, moi, c'est ce que je dis à mes filles. En permanence, elles sont en permanence entourées, aimées pour ce qu'elles sont. Avant de se coucher, je leur fais des mantras en permanence. Je leur tartine des mantras. Elles me le demandent. Surtout une, la petite dernière, elle me demande en permanence. Donc, en fait, je suis déjà inconsciemment en train de faire ce travail-là avec elle. J'espère que... tu verrais, ça fait quand même des mois et des mois que je lui répète qu'elle est aimée et entourée. J'espère que ça sera bien marqué en elle, parce que c'est la réalité. On croit qu'on est seul, mais je t'assure, autour de nous, il y a du monde. Il y a des vibrations, il y a des trucs, il y a plein de choses. Parce que cette notion de solitude, elle est importante chez l'enfant intérieur. Je parle beaucoup. Comment tu te sens une dernière fois avant qu'on se quitte? Enfin, troublée, c'est pas le mot. Émue. Émue. Est-ce que tu es déjà en train de rentrer en contact avec lui? C'est ça? C'est cool. Je t'ai écouté. Quelle bonne élève. C'est ça qui m'a émue. Non, mais c'était intéressant. Merci. Je t'en prie, merci à toi. Ton authenticité, ta patience, ton écoute et ton partage. Et à très bientôt. Au revoir. Salut. Merci, Jo. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme. Si vous vous sentez prêt et prête à être accompagné, alors rejoignez notre communauté sur Instagram en tapant Ludivine Jarry tout attaché et cliquez sur le lien dans ma bio pour recevoir gratuitement la méthode pour être soi à deux. Ou sinon, écrivez-moi sur ludivinejarry.fr ludivinejarry.fr. À très vite!